de toute façon faire une simulation là, pour une mise en page à partir des vues qui sont déjà faites. Évidemment, même si votre vue n'est pas terminée, on peut quand même procéder à faire la mise en page. On revient dans notre dessin, puis donc c'est comme dans AutoCAD, hein, la vue, c'est une fenêtre de présentation. Donc, si je continue à travailler sur mon modèle, mais la mise en page va se mettre à jour automatiquement. Donc, allons-y donc pour les demandes du cours 4. Donc, je vais ouvrir mon petit fichier, un petit PDF finalement. Donc, en fonction du jeu de plan de PDF, donc ça va être notre élément de référence, évidemment, comme j'ai mentionné la semaine dernière, c'est des éléments, c'est un fichier de base, il y a des modifications à apporter à ça. On met notre couleur à nous, on le peaufine et au final, ça devient notre jeu de plan. Donc, je vais accepter Amanda, vient d'arriver. Okay. Donc, on va faire une petite simulation là, pour le plan de l'existant, plan de démolition. On s'aperçoit que les deux plans sur une même page, ça ne rentre pas, donc il va y avoir une page distincte pour le plan de l'existant et une pour le plan de démolition. On nous demande d'ajouter le logo du client aux cartouches et à la vue de départ. Donc, on pourrait dès lors commencer ça. Donc, moi, ce que je veux, c'est dans ma vue de départ, insérer l'image Microsoft. Donc, je vais aller voir si on y a accès. Donc, faites-vous-en pas. Si jamais l'image, il y a un petit délai avant qu'elle soit dans OneDrive, faites-vous-en pas. L'idée, c'est à faire ce truc-là. Dès que vous avez accès à l'image, vous pourrez l'incorporer. Donc, OK, donc pour les images, c'est super simple. Dans les vues, dans les mises en page, si je veux insérer un logo, ben, je vais simplement aller dans la section Insérer. Je vais aller chercher ma section Images. Puis, je vais aller dans mon répertoire chercher mon image Microsoft. OK, donc là, présentement, je vais être conséquent dans mes trucs. Donc, ma photo Microsoft logo, elle est ici. Je l'ai téléchargée, je l'ai déposée dans mon disque dur et je viens l'insérer tout simplement. Donc, l'idée, là, c'est de venir l'incorporer et à l'aide des petites poignées, je vais ajuster sa dimension. Donc, c'est une image qu'on incorpore, elle fait partie de notre projet. Ce n'est pas une référence externe, c'est vraiment un document qui fait partie de notre fichier Revit. Okay? Donc, si je veux faire la même procédure dans mon cartouche, bien évidemment, je dois aller sur ma mise en page. Donc, si je clique sur mes feuilles, puis je viens chercher ma page plan de l'existant, par exemple, donc, la semaine passée, on avait inséré le plan quai. C'est la même procédure. Donc, dans ce cas-ci, dans ce fichier-là, je n'ai pas le plan clé. Ce n'est pas dramatique. Je peux l'insérer en tout temps. Donc, même procédure que pour n'importe quelle image, je dois double-cliquer sur mon cartouche et je vais venir insérer les images que je veux à l'intérieur de ça. Donc, dans le cas présent où j'ai la section client, je pourrais enlever le texte qui est là et tout simplement venir insérer mon image. Et je fais la même chose, donc à l'aide de mes petites poignées, je vais venir réduire mon image pour qu'elle rentre dans mon cartouche. Même principe, si j'ai un plan clé, la même chose que la semaine dernière, je peux déplacer le texte qui est là, je peux agrandir la zone puis venir insérer mon image. Donc, je pourrais le faire en même temps. Tiens, ça fait un petit rappel en même temps. Donc, je déplace mon texte et je viens tout simplement insérer mon image plan clé. À l'intérieur de mon cartouche. Je viens cliquer sur Charger dans le projet. J'active mon fichier en fait. Là, moi, j'ai deux fichiers d'ouvert, donc je vais l'incorporer dedans, dans les deux. Donc, ça va mettre à jour, remplacer la version existante, évidemment.
de cette façon-là, mon cartouche se met à jour automatiquement. Vous poser une question? Oui, OK, oui, voici. Là, on peut. Oui, C'est allé un peu vite. Pour les cases, dans le fond, c'était quoi? Je suis pas sûr d'avoir. Tu sais, quand vous avez coché les cases juste avant de sortir, ça, c'était pour. Ben, en fait, c'est que j'ai 2 dessins d'ouvert présentement à l'écran, puis je voulais que dans mes 2 projets, ce cartouche-là soit mis dedans. Donc, il le met à jour dans les 2 fichiers automatiquement. Si j'ai juste un fichier, ben, il va me poser la question dans le projet qui est ouvert, tu coches oui, puis ça va l'intégrer. Dans le fond, il t'offre la fenêtre avec les options à cocher. Absolument. Donc, ça peut arriver. Moi, je suis en train de modifier un cartouche, mais je veux vraiment que ça soit juste dans mon projet 1, pas dans le projet 2. Évidemment, je pourrais éteindre mon fichier, puis je n'aurais pas cette question-là, mais si mes 2 fichiers sont ouverts, c'est à moi de choisir dans lequel je veux l'intégrer. Est-ce que ça va? Oui. Donc, pour les images, ça va pour tout le monde. Donc, je vais annuler ça. Je vais revenir à ma page. Donc, je fais une démo, là. J'ai ouvert mon fichier. Malheureusement, je n'ai pas pris le bon cartouche. On le voit bien à l'écran. Là, je suis sur mon plan de l'existant. J'ai fait une erreur. En un clic, je peux changer le cartouche. C'est-à-dire que si je sélectionne mon cartouche qui est ici, dans mes propriétés, je dis « Ah non, finalement, moi, je veux avoir le 2019 et non pas le 2017. » Ben, si je prends ça, automatiquement, ma page porte le bon nom, le bon numéro de page et tout, puis j'ai le bon cartouche qui va s'afficher. OK? Donc, ça veut dire que quand on duplique une feuille, si malheureusement, je n'ai pas choisi le bon format, ben, je n'ai pas à le refaire si j'ai déjà nommé ma feuille. J'ai juste à sélectionner mon cartouche, puis aller lui dire quelle cartouche je veux avoir dedans. Donc ça, faites-vous-en pas, ça fonctionne super bien. Donc ça, je vais supprimer ça, je n'ai pas besoin. Donc, on comprend le principe des changements de composantes. C'est la même chose pour nos mises en page. Je sélectionne ma fenêtre, mon cartouche, puis je peux choisir le type de cartouche en tout temps. Donc, je peux changer le format de page, puis juste replacer mes trucs à l'intérieur. Donc, c'est hyper rapide. En un clic, je peux aller changer mes informations. OK? Donc, si, exemple, je prends mon plan de l'existant qui est ma vue ici, puis je viens la glisser sur ma page. Donc là, présentement, mon plan est à l'échelle 3,16. Donc, si je regarde sur ma vue, je suis bien à l'échelle 3,16. Je dis, moi, j'aimerais ça essayer, voir si ça fonctionne à 1/4. Bien, j'ai juste à changer mon échelle ici. Donc, 1/4 de pouce égale 1 pied. Puis, je reviens sur ma page. On peut recliquer ici si on veut, c'est la même chose. Et là, on voit si on peut le rentrer à l'échelle 1/4. Donc, on voit qu'à l'échelle 1/4, on s'entend, on n'a plus de place pour mettre les légendes sur les côtés. Donc, nécessairement, ce plan-là, cette superficie-là, si je voulais l'avoir à 1/4, il faudrait que je prenne un format Arche E qui est beaucoup plus grand. On va rester dans le raisonnable 24 par 36, puis on va statuer sur le fait que nos plans seront à l'échelle 3,16. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Donc, je pourrais placer mon plan. Donc, une fois que mon plan est positionné à l'endroit où je veux l'avoir, évidemment, je veux mettre ma bulle de titre. Donc, je fais une petite démo, là, comme l'année dernière. Là, je clique sur ma fenêtre de présentation. On me dit ici qu'il n'y a pas de bulle. C'est normal. Il n'y a pas de texte en dessous. OK, c'est pas ça que je veux. Je vais aller chercher. Donc, j'ai plusieurs bulles que je peux indiquer à l'intérieur. Donc, la vue en plan, ce qui fait, c'est que Excusez-moi. Oui. Tu peux juste recommencer un moins vite, s'il vous plaît? Oui, OK. Je vais te sourire, elle va vraiment vite. Là. OK, désolé. Je suis trop speedé. OK. Je sélectionne ma fenêtre de présentation. Ça va. Je m'en viens voir dans mon tableau des propriétés. On m'indique ici que cette fenêtre-là, elle est activée sans bulle. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de titre dans le bas. C'est pas ça que je veux avoir. Donc, je clique sur la sélection ici. Puis là, on peut lui dire, OK, moi, je veux avoir la bulle vue en plan. Donc, vue en plan, ça veut dire quoi? C'est que
la numérotation qui va être inscrite dans votre bulle est en lien avec la page sur laquelle il se trouve. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de référence d'une page à l'autre. C'est vraiment quand j'ai un plan, puis ce plan-là, là, il fait partie de ma page descend, puis c'est mon plan numéro 1. Donc ça, c'est ma bulle que je vais utiliser. Si j'utilise référence et titre, ça va être pour nos élévations. Ce qu'on veut faire, c'est qu'il aille chercher l'information dans ma bulle que j'ai mis, exemple, dans mon plan défini. Le numéro qui va être affiché, ça va être ça qui va être affiché en dessous de ma bulle de excusez, ma bulle de titre. Donc, il va avoir le numéro de l'élévation, puis il va avoir la page sur laquelle elle provient. Donc, ça, c'est avec les références. Quand j'ai juste un plan, j'utilise la première vue, puis il va indiquer automatiquement le nom de la vue, donc plan de l'existant 1 rez-de-chaussée, l'échelle, c'est mon plan 1 de la page 100. Cette bulle-là, évidemment, je voudrais la déplacer. Donc, deux petits trucs. Quand je sors de ma fenêtre de présentation, ma fenêtre de présentation n'est pas sélectionnée, ça veut dire que je suis en mode, je peux déplacer mon titre. Si je veux modifier la bulle de présentation, il faut que je clique sur ma fenêtre et là, j'ai ma petite poignée pour pouvoir étirer, ajuster mes lignes. Est-ce que ça va? Oui. OK? Oui. Donc, les titres qui sont inscrits à l'intérieur comme le titre du plan, proviennent de mon arborescence. Donc, c'est à moi de choisir qu'est-ce que je veux inscrire là-dedans, si je veux le mettre en majuscule, si je ne veux pas avoir un rez-de-chaussée, etc., ben c'est à moi de déterminer ce que je veux avoir là-dedans. Donc, je peux aller renommer ma vue et dire ça, c'est mon plan de l'existant, par exemple. Automatiquement, sur ma page, je n'aurai même pas besoin d'aller voir, c'est sûr que ça va être ça qui va être écrit dans ma bulle. OK? Donc, je peux réajuster ma ligne au besoin. Si je veux déplacer ma bulle, l'aligner, donc je peux venir la positionner à l'endroit que je veux sur mon plan. Est-ce que ça va? Oui. Plan de démolition, donc c'est le même principe. Donc, je pourrais avoir la page des 101 sur laquelle je vais vouloir faire mon plan de démolition. Donc, même principe, je vais glisser ma vue sur ma page. Encore une fois, si mon échelle n'est pas correcte, c'est à moi d'aller la changer. Évidemment, là, je vous ai montré qu'on peut aller dans l'arborescence, aller voir notre vue puis placer notre échelle. On va pouvoir, à partir de nos tableaux des propriétés, le changer aussi. Donc, c'était juste pour vous montrer que dans l'arborescence, c'était lié avec notre mise en page. On s'entend que sur la mise en page, quand j'ai ma vue ici, si je voulais faire un test d'échelle, je pourrais la changer ici, puis ça fonctionnerait aussi. Là. Bon, si je l'applique, les changements vont se faire. D'accord? Donc, je ne suis pas obligé d'aller tout le temps dans l'arborescence pour faire appliquer des modifications. Je peux aller ici, rapidement, changer l'échelle de ma vue. On s'entend que d'une page à l'autre, bien important, les plans, je veux les avoir tout le temps à la même échelle. Donc, on va s'assurer que c'est à 316. Même principe que tantôt, je vais aller chercher ma vue en plan pour avoir ma bulle. Je vais ajuster ma ligne. Encore une fois, là, le nom du dessin, je vais marquer seulement plan de démolition. C'est ça qui va être inscrit en dessous. Sympathique? Oui. Oui! Dans la bulle, c'est marqué 1 D101. Oui. Mais c'est pas P1 D101? Ben, en fait, Ou ça revient au même? Oui, c'est ça. Le fait de dire P, je sais que c'est une convention graphique. Le logiciel est programmé comme ça dans le sens où si je mets des vues en plan, il n'y a pas de P, il n'y a pas rien. C'est vraiment le numéro qui compte. En fait,
C'est que si je mets plusieurs vues, je fais des agrandis, puis je viens les positionner, bien, je vais avoir le plan 2, le plan 3, le plan 4 en fonction de ce que j'ai agrandi. Comme j'ai seulement qu'un plan, je n'ai pas besoin de mettre P. On voit que c'est une vue en plan, on s'entend? OK, Donc, c'est mais pas. s'il y en aurait deux, Oui, ça serait tu aurais un et deux. oui. Donc, faisons l'exemple. Je vais. Non, mais Oui, c'est juste ma question, c'est plus par rapport à PDX, là, le cours PDX. oui. Est-ce que c'est, je sais que c'est un détail, là, mais est-ce que c'est P1 ou on s'en fout parce que c'est différent dans Revit? Ben, c'est pas que c'est différent dans Revit, c'est que le fait de nommer nos vues avec une lettre, c'est juste un renforcement sur c'est une vue en plan, mais ce n'est pas nécessaire. La convention graphique, la convention de base, c'est de numéroter nos vues en fonction de combien de vues en plan j'ai sur ma page. Ben, c'est mon plan numéro 1. Donc, le P n'est vraiment pas nécessaire. OK. C'est juste. OK. Non, mais C'est pas coulé, c'est pas coulé dans le béton qu'il y a un P ou un L ou un whatever en avant de vos numéros. OK? OK. Ça, c'est la convention de base qui vient avec le logiciel, puis tous les bureaux fonctionnent de la même façon. Donc, cette numérotation-là, elle est internationale, si on peut dire. Le fait de mettre une lettre, c'est propre à chacun. OK? Mais ça, c'est la convention de base. Ça va pour ça? Ouais. Je ne veux pas vous déstabiliser là, en mettant des P ou pas de P. L'idée, c'est de numéroter nos vues et en fonction de combien de vues en plan j'ai sur cette page-là. J'en ai seulement qu'une. Donc, voilà. Ensuite, c'est le titre, en fait, qui définit c'est quoi que j'ai dans cette fenêtre-là. Ce n'est pas le numéro. J'ai fini ma bulle. OK. Dans mon arborescence, après ça, on dit, OK, j'ai besoin, bon, sur certaines pages, j'aurai besoin de nomenclature, donc j'aurai des tableaux, j'aurai des légendes. Bien, la première chose qu'on voit dans notre arborescence, c'est les légendes. Donc, on a les différentes légendes pour la démolition, etc. Donc, ça, c'est des éléments qu'on va tout simplement venir glisser sur notre page, qu'on va ajuster en fonction de ce qu'on a de besoin, évidemment. OK. Puis, bon, les notes spécifiques, notes générales, pour l'instant, comme c'est la phase préliminaire, je vous suggère de les mettre sur cette page-là. OK? Donc, on va mettre les notes de démolition, on va mettre nos légendes et tout et tout. De cette façon-là, au final, quand on va avoir fini notre jeu de plan, puis c'est vraiment quand on termine notre jeu de plan que là, on est à même de prendre la décision, est-ce qu'on fait une page de note générale, est-ce que c'est nécessaire ou pas? OK? Donc, si jamais on se rend compte que nos feuilles sont remplies à ras-bord, puis les notes générales, il faut vraiment faire une page spécifique pour ça, bien, on le fera. Mais là, pour l'instant, ce que je veux qu'on fasse, un projet standard, on vient placer toutes nos notes, puis au final, quand on aura ajusté tout notre texte, etc., si on s'aperçoit, comme je dis, qu'il manque de place, bien là, à ce moment-là, on se rajoutera une page 0 sur laquelle on viendra mettre toutes les notes générales, puis on gardera les légendes et les notes spécifiques sur nos plans. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Oui. OK. Donc, dans PDEX, est-ce que vous placiez les notes en premier puis les légendes après? C'est ma question. On choisissait un ordre puis on le maintenait. Parfait. Donc, l'idée, c'est d'une page à l'autre, que nos éléments soient toujours placés de la même façon, puis on les retrouve à la même place pour chacun. C'est ça le principe? Oui. Excellent. Donc, on voit que la mise en page, c'est relativement simple à faire. Si on regarde dans nos légendes, les premières notes qu'on nous indique, on nous dit ici les conditions générales de chantier, en fait, c'est marqué de le mettre dans la cartouche, puis ça devrait apparaître sur toutes nos pages. Donc, le réflexe qu'on devrait avoir, honnêtement, ça serait de prendre ces notes-là,
puis les intégrer à notre cartouche pour ne pas avoir à les copier-coller sur chacune de nos pages. Vous voyez où je veux en venir? On va aller modifier le cartouche, puis on va ajouter ça dedans? Oui. Oui, excellent. Je vais aller voir, je vais cliquer dessus. Donc, je rentre comme si j'éditais le texte. Là. Donc, ça nous ouvre la porte sur le fait de dire si jamais il y a des notes qui ne nous correspondent pas ou qu'on n'a pas de besoin, mais on peut aller on double-clique dessus puis on vient les enlever sans problème. OK? En même temps, ce que je voulais voir, c'est la grosseur du texte qu'ils ont utilisé pour faire ça. Donc, c'est du 5,64. OK. Donc, ce que je vais faire, comme c'est du texte, puis je n'y aurai pas accès quand je vais être dans la famille du cartouche, ben, je vais en profiter. Je suis à l'intérieur ici, je vais tout sélectionner, puis je vais faire un beau copier-coller. Donc, CTRL-C, puis je peux fermer ça. Puis je vais revenir sur mon cartouche, puis je vais aller dans mon cartouche, ajouter mes conditions générales ici. Donc, si je veux ajouter du texte, je vais tout simplement aller insérer. Excusez, on est dans la famille, là. Donc, créer zone de texte. Je m'assure que mon texte correspond en termes de grosseur. Donc, ici, c'est du 3,32. Allons voir si on en a un de 5,64. C'est du bold, donc ça va être en gras. C'est pas intéressant. Qu'est-ce qu'on fait si on n'en a pas? Si on n'a pas le texte, Ouais, si on n'a pas la bonne grosseur? est-ce qu'on va charger une famille? En fait, comme dans n'importe quelle composante, je vais regarder, il y a quelqu'un qui se branche. On duplique. Oui! Donc, je vais aller modifier le type. Je vais dupliquer. Puis je vais l'appeler 5,64 tout simplement. Donc, je peux générer des grosseurs de texte comme je veux. Dans le cas présent, je veux que ça soit identique. Donc, j'ai mis 5,64 dans le titre. Évidemment, si je regarde dans les composantes, la grosseur du texte, je vais m'assurer que ça correspond. Et OK. Donc, je viens faire ma petite boîte de texte, puis je vais faire CTRL-V à l'intérieur. Donc, tout mon texte est là. Évidemment, ça a l'air bien trop gros, ce truc-là. Donc, je vais prendre ma petite poignée, puis je vais tout simplement l'amener avec l'argent. Donc, si on s'aperçoit que ça déborde un petit peu, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va tout simplement, tantôt, j'ai peut-être pris un peu trop de place avec mon plan clé, donc je vais tout simplement prendre ces éléments-là, puis les monter un petit peu. J'ai fait superposer ça. Mon erreur, je recommence. Dans le fond, je viens déplacer ces éléments-là en même temps. Je vais faire ma touche contrôle, donc ça va me permettre de toutes les sélectionner en même temps. Et je vais monter ça. Donc, une fois que le résultat me satisfait, encore une fois, chargé dans le projet, je remplace la version existante. Chaque fois que je dis ça, la version existante, j'ai en tête la version étudiante. Voilà. Donc, mon cartouche maintenant comporte mes conditions, mes notes générales, mes conditions générales de chantier. Donc, j'aurais pu même, à la limite, changer le titre ici puis mettre vraiment conditions générales. Ça aurait été encore plus efficace, à mon avis. OK? Donc, ici, on pourrait écrire conditions générales, puis on a les conditions générales et ils vont être sur toutes mes pages. Oui, non, peut-être? Oui. Donc, c'est très facile de faire la coordination à ce moment-là. Si jamais j'ai fait une erreur dans mon texte, ben je sais que si je rentre dans mon cartouche, dans la famille, je peux aller éditer le texte,
pour corriger la chose, puis il va se corriger sur toutes mes pages en même temps. Donc, ça va être très efficace à ce moment-là. Est-ce que ça va, ça? Est-ce que vous voulez essayer ça? Oui. Oui. Je vais arrêter le partage, je reste en arrière-plan. Voilà. Donc, quand il vient le temps de générer un sol, évidemment, je dois faire le périmètre. Donc, je ne ferai pas le périmètre complet. Je ne vais pas prendre trop de temps non plus. Juste pour faire un exemple, je vais faire la pièce ici. Donc, je vais aller dans Architecture, faire un sol. Je peux même, avant même de commencer à dessiner mon contour, aller choisir le type de sol que je veux. Donc, dans le cas présent, moi, c'est des carreaux de tapis 24 par 24. OK? Je veux définir mon sol. Je peux prendre ligne par ligne, faire le contour de ma pièce. Je vais faire un exemple rectangulaire, là, donc juste faire un exemple. Je veux mettre un sol, tiens, ici. OK? Donc, je prends vraiment une forme que j'ai définie, puis je vais faire OK juste pour vous montrer le sol. OK? Je pourrais définir mon périmètre après, il n'y a aucun problème. La question m'était posée, comment je fais pour le positionner, en fait, si mon premier carreau, ça va être le même principe pour les plafonds, pour la céramique, peu importe. Je veux que cette ligne-là coïncide avec mon mur, je veux que cette ligne-là coïncide avec mon mur, par exemple. L'idée, c'est, vous vous souvenez qu'on peut aller sélectionner une ligne à l'intérieur en utilisant tabulation, c'est ce que je vais faire. Donc, c'est cette ligne-là que je veux aligner avec mon mur. Donc, je vais faire tabulation pour prendre la face de mon mur, puis je vais aller sélectionner ma ligne. Donc, il va venir positionner mon carreau tout de suite. Je vais faire la même chose verticalement. Donc, je vais prendre mon mur ici, puis je vais aligner cette ligne-là. Donc, il va placer mon motif exactement où je veux. OK? Si on n'avait pas besoin de précision, on pourrait y aller avec les flèches sur notre clavier. Donc, la flèche du bas va me permettre de descendre mon élément. Donc, exemple, je reviens, je prends ça ici, je prends ma flèche du bas. Là, je peux déplacer. Donc, je fais juste cliquer sur ma flèche et monter mon motif. Donc, je peux y aller aussi de cette façon-là. Latéralement, même chose. Je sélectionne ma ligne, je prends mes flèches latérales. Donc, j'ai 4 flèches sur mon clavier, puis je peux venir les positionner aussi de cette façon-là. Oui, non, peut-être. Oui, moi, ça a clarifié clarifié. Mais c'est pour ça que ça. Parce que dans le fond, avec l'outil Cut, il va naturellement essayer de sélectionner des lignes. En fait, c'est exemple, je vais le ramener un petit peu décalé. Là. C'est exemple, je voulais encore plus. Tiens, je vais sélectionner ma ligne ici. Je vais le décaler ici. Là, je voulais qu'il soit centré dans mon espace, c'est ça que tu veux dire, avec les cotes? Mettons juste le décoller, le décaler avec les codes de, exemple, 3 pouces. OK. En fait, Je sais que c'est spécifique, là, mais. Prendre ma ligne de motif. Allez, la souris. Faire déplacer, puis là, je ferais déplacer mon motif de 3 pouces vers la gauche. Ah, OK, attends, fait que on sélectionne encore la ligne. Oui, tu sélectionnes ta ligne, puis là, tu prends ton outil déplacer, puis là, il prend cette ligne-là, puis là, tu la déplaces de la distance que tu as besoin. Ah, c'est parfait, ça bon? règle beaucoup de problèmes. OK. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Donc, la question tantôt pour les symboles, c'est pour ça que je vous ai mis toutes les familles pour le projet. Donc, la semaine dernière, je vous avais envoyé la famille, mais vous les avez dans OneDrive aussi. Donc, s'il manque des symboles ou quoi que ce soit, vous allez les télécharger à même ce répertoire-là. Donc, je vais aller, pour le plan de l'existant, démolition, ça va. Je vais dans ma phase aménagement. Donc, dans ma phase aménagement, qui est ma nouvelle construction, notre prochaine étape, ça va être de venir positionner les nouveaux murs. OK? Donc,
ce que je vais vous suggérer de faire, c'est de venir positionner les murs avec les compositions qu'on a présentement, puis on pourra aller faire notre petite recherche après dans CGC pour aller sélectionner, répertorier si on a besoin des cloisons acoustiques, des cloisons coupe-feu, etc. On pourra aller choisir les différentes compositions. Donc, l'idée ici, c'est de venir positionner nos murs, puis une fois qu'ils vont être positionnés, on pourra changer la composition en tout temps. Donc, ça pourrait être une méthode qu'on pourrait faire. Donc, je vais aller, si vous allez dans le OneDrive, normalement, dans PEDEX 2, je vous ai mis, donc dans Projet Microsoft, vous avez des fichiers CAD, puis il y en a un qui s'appelle Positionnement des cloisons. Donc, c'est ce fichier-là que je vais venir imbriqué dans mon plan. Okay? Est-ce que tout le monde, vous avez fait dans la partie centrale les lignes pour les escaliers, puis les ascenseurs, etc.? Donc, les petites lignes, là, les petits X, tout ça à l'intérieur de votre plan. Est-ce que tout le monde, vous avez fait ça, les lignes de détail? Moi, personnellement, je ne les ai pas fait. OK. Donc, pour gagner du temps, je vous ai fait ce qu'on peut faire aussi, là, au lieu de dessiner toutes les lignes, c'est d'utiliser le fichier CAD comme élément de référence en dessous. C'est-à-dire que moi, c'est ce que j'ai fait. Je vous ai préparé un petit fichier qui comporte les escaliers avec le texte, les escaliers, le texte des ascenseurs, etc. Même les petits X là, dans nos modules de coin, dans nos colonnes. Donc, c'est ni plus ni moins qu'un fichier que je vous ai préparé, que vous allez pouvoir insérer, qu'on va laisser tout le temps là. Donc, il sera toujours visible. Et ce fichier-là, il comporte quoi? Il comporte juste des lignes. Donc, il n'y a pas de mur rideau, il n'y a rien dedans. C'est vraiment les escaliers, les X qu'on retrouve dans nos différentes colonnes. Ça aussi, vous l'avez dans OneDrive, c'est déjà là, puis vous pourrez l'insérer là, à tout moment. Donc, si je regarde ici, projet Microsoft, j'ai fait une section que j'appelle fichier CAD utilitaire. En fait, ce n'est pas un fond de plan, c'est vraiment des lignes de modèle pour ce qui est existant. Donc, s'il y a d'autres éléments qu'on veut rajouter, je vais les mettre dans ce répertoire-là. Je les appelle fichiers utilitaires. Pourquoi? Parce que dans le fond, ces lignes-là, c'est des lignes 2D qu'on ne peut pas avoir à redessiner. Donc, ça aussi, je l'ai téléchargé, puis je vais simplement venir l'insérer par-dessus. Donc, quand je fais insérer, fichier CAD. Ligne de modèle existante. Quand je l'insère à 0,0, automatiquement, ça vient placer en arrière-plan les lignes pour vos escaliers, les petites lignes qu'on retrouve dans nos colonnes, etc. Donc ça, petit fichier que je vous donne, on n'aura pas besoin d'avoir à redessiner toutes les lignes. Ça va déjà se faire. Okay? Donc, ce petit fichier-là, vous pouvez l'insérer. À même titre, je vais insérer en même temps mon positionnement des cloisons. Et là, on voit les différentes cloisons qu'on a à reproduire. J'ai même mis le petit texte à côté. Donc, dans les demandes du cours, on nous demande de Donc, l'emplacement des cloisons a été approuvé. Par contre, il y a certaines modifications qui sont requises. Donc, positionner les portes pour qu'elles aient le moins de perte d'espace possible. Donc, si vous apercevez dans certains locaux que les portes là, sont vraiment trop décalées des murs, normalement, sont à 6 pouces du mur adjacent, sauf ou indication contraire, là, mais la plupart des portes, on va vouloir les localiser de cette façon-là pour minimiser les pertes d'espace en arrière. Donc ça, à vérifier. C'est vous qui devez les positionner correctement. Pour l'instant, toutes les cloisons devront aller jusqu'à la dalle. Donc, on met des cloisons dans la dalle pour l'instant pour tout type de cloison qu'on va mettre dans notre projet. En 4, on va avoir à faire un choix, c'est ce que je parlais tantôt, pour des compositions de murs. OK? Donc, ça veut dire que
Quand je choisis des murs, idéalement, ce que je veux faire dans un même projet, c'est que toutes les compositions de mes murs soient composées avec les mêmes types de montants métalliques. Pourquoi? Parce que la première étape que l'entrepreneur va faire dans un projet, c'est qu'il va tracer au sol l'emplacement des cloisons, il va installer les lisses, puis il va monter l'ossature en montant métallique. Donc, si tous mes murs, sans exception, sont avec le même montant métallique, c'est-à-dire 3 pouces 5/8, tout ce qui restera à faire, c'est de les habiller en fonction de ce que j'ai de besoin. Si j'ai besoin de résistance au feu, bien, le gyps sera résistant au feu. Si j'ai besoin d'acoustique, il y aura des barres résilientes, il y aura de la laine à l'intérieur, etc. Mais l'ossature, il peut toute la monter en la première journée, puis après ça, il va venir habiller ses murs en fonction de ce qu'on va lui demander comme composition de mur. Donc, moi, quand je fais un choix de cloison, je m'assure que tous mes montants, ça peut arriver qu'il y en a qui sont plus petits parce que, pour X raisons, mais dans une condition idéale, j'essaie que tous mes murs aient le même montant métallique, la même lisse. Donc, ça va être plus facile pour venir les positionner. Donc, est-ce que vous comprenez le principe pour l'ossature métallique dans nos murs? Ben, on cote au milieu. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si tous mes montants ont la même dimension, ben l'entrepreneur peut tout monter l'ossature métallique la première journée, puis après ça, il va vraiment mettre la composition que vous voulez avoir dedans. Donc, l'idée, c'est beaucoup plus simple. Il n'a pas besoin de se casser la tête. Toutes ces pièces, il sait que c'est tout du montant métallique, exemple de 3 pouces 5/8, puis il va avoir après ça, en regardant le plan, il va savoir c'est quoi la composition à rajouter par-dessus. Donc, ça facilite son travail, puis il y a beaucoup moins de risques d'erreur. Fait que moi, quand je fais un choix on va aller voir sur le lien de CGC tantôt, les types de cloisons qu'on va pouvoir utiliser en fonction des demandes qu'on nous fait ici, bien, on va s'assurer que les choix qu'on fait, c'est du 3 pouces 5/8 pour toutes les cloisons qu'on va choisir. Donc, la salle de présentation, on nous demande un ITS de 52. Donc, la valeur acoustique de cette cloison-là, 52. On regardera dans les listes. On en a quelques choix pour du 52. Salle des serveurs, on nous demande 2 heures de résistance au feu. Donc, ils veulent que cette zone-là soit hyper protégée. Donc, 2 heures de résistance au feu, on ira voir. Le gym, l'ITS à 48. Puis tous les autres murs, vous devrez utiliser la composition de base que vous avez dans votre gabarit, le type C1. Donc, c'est un montant 3 pouces 5/8, puis l'épaisseur totale sera de 4 et 7/8 pour ces murs-là. OK? Donc, on a trois types à aller chercher sur le site, puis toutes les autres, on peut les faire avec 4 pouces 7/8 pour faire ça. OK? Comme je vous dis, quand je viens positionner mes cloisons, je peux toutes les positionner avec le même type pour l'instant. Ce n'est pas grave parce que c'est toujours par rapport au centre qu'on va venir les coter, les positionner. Quand je saurai exactement c'est quoi la composition, ben, j'aurai juste à sélectionner mon mur puis aller choisir le type que je veux inclure dedans. Donc, quand je fais premier positionnement de cloison, je prends du 4-7-8, je mets ça partout, puis après ça, je vais dire, OK, ça, je veux avoir du 52, ça, je veux avoir du résistant au feu, ça, je veux... Donc, on pourra les choisir et les modifier par la suite. Donc, ça pourrait se faire en deuxième étape, si vous voulez, le choix des différents types de cloisons. Donc, première étape, on les positionne partout, puis après ça, on va mettre exactement ce qu'on a besoin dedans. Comprenez l'astuce? Oui. OK. Pour les cloisons vitrées devront être composées avec des meneaux de 2 pouces de largeur, puis la profondeur du meneau doit faire exactement la même profondeur que l'épaisseur de mon mur adjacent. C'est-à-dire que si je viens buter ma cloison vitrée sur un mur de 4 et 7/8, bien, mon montant ou mon meneau va faire 4 pouces 7/8. Donc, quand il viendra le temps de choisir nos meneaux, nos épaisseurs, bien, ça sera en fonction du mur qui est à côté qui va déterminer sa profondeur. Donc, je veux vraiment que les cloisons vitrées s'ajustent en fonction des types de murs qu'on va avoir choisis au final. OK? Donc, encore une fois, pour l'instant, on peut choisir
on peut placer nos cloisons vitrées, puis on viendra sélectionner nos meneaux en fonction du type de mur qu'on va avoir choisi au final. Les panneaux doivent avoir une largeur maximale de 4 pieds 6. Donc, c'est des panneaux de verre 4 pieds 6 maximum en largeur par 9 pieds de haut, puis ça part du sol. Voilà, ça, c'est intéressant à savoir. Ils devraient tous être égaux dans une même section vitrée. Ça veut dire que si j'ai une section vitrée de 15 pieds de long, bien, je dois faire un nombre égal de panneaux, puis la distance maximale, ça va être de 4 pieds 6. Donc, ça, c'est petit critère. Oui. Si vous pouvez juste réexpliquer, je ne suis pas sûr d'avoir compris. OK. L'affaire des panneaux. Là. OK. Quand je vais subdiviser, je vais mettre un quadrillage sur mon mur rideau. Là, si je regarde le plan cadre, présentement, il n'y a aucune subdivision. Ce qu'on nous demande de faire, c'est de subdiviser mon panneau de verre, une fois qu'on va les avoir positionnés, de sorte que mes panneaux de verre ne soient pas plus larges que 4 pieds 6. Pourquoi? Bien, en fait, imaginez que j'ai à transporter ça puis aller monter par le monte-charge. Bien, il faut que ça puisse être transportable. Il faut que ça soit... donc, il faut que je puisse les manipuler. Donc, ça, c'est les dimensions maximales. Dans ce cadre-là, on veut avoir 4 pieds 6 maximum. Donc, ça veut dire que si je fais des panneaux de 4 pieds, 3 pieds, etc., ça va, en autant qu'on n'excède pas 4 pieds 6 de large. Ça va? Oui. Évidemment, si j'ai un panneau de mur rideau qui mesure 15 pieds, puis je le subdivise, je m'assure que chaque panneau soit égaux. Je prends l'exemple du mur rideau qu'on a, ou le panneau de verre qu'on a au CRD. Il est subdivisé en plusieurs sections, puis entre chaque, il n'y a pas de meneau, c'est un joint de silicone qu'il y a entre chaque panneau. Bien, ça va être le principe qu'on va utiliser ici. Ils ne veulent pas avoir une multitude de meneaux. Donc, ce qu'ils veulent voir, en fait, c'est avoir la plus grande paroi vitrée possible. Donc, on minimise le nombre de meneaux dans notre élévation. C'est juste, on va subdiviser nos panneaux avec les dimensions requises selon les critères qu'on nous demande ici. Autre critère, pour les salles de rencontre, salles de rencontre et les îlots, les portes devront être sur rail et centrées dans la paroi vitrée. Donc, j'ai inséré mon positionnement de cloison. Donc, on me dit que dans la salle de rencontre, contrairement à ce qui est indiqué là, on veut avoir une porte sur rail. Donc, on veut qu'elle soit centrée dans l'espace. C'est une porte de 36 pouces, mais on veut qu'elle soit centrée dans l'espace. OK? Puis, on va diviser nos panneaux de verre. Donc, comme je vous ai mentionné tantôt, si je prends l'exemple de ce panneau-là, ben, je veux pouvoir mettre un quadrillage là-dessus. La longueur maximum, c'est 4 pieds 6, puis je veux qu'ils soient tous égaux. Donc, on pourra le subdiviser, exemple, en 3 ici, puis on va les mettre tout égales. Après ça, dans les îlots, même chose. Ici, on nous indique des portes. Le client veut avoir des portes sur rail pour ces zones-là. Donc, quand on va rentrer dans nos types de portes pour nos murs rideaux, vous avez deux types, sur pivot ou en surface, sur rail. Donc, vous allez pouvoir le changer automatiquement. Ça, c'est pas mal ça. OK. Est-ce qu'on a d'autres critères? Mais dans le fond, avec les panneaux de verre, on essaye de mettre le plus de panneaux 4 pieds 6, puis... En fait, ce qu'on veut arriver à faire, c'est que tous nos panneaux soient égaux, puis le maximum, c'est 4 pieds 6. Fait que, si tu le divises en 3, puis tu t'aperçois que ça donne des panneaux de 5 pieds, ben c'est ça qu'on va le diviser en 4 à ce moment-là, pour avoir des panneaux de 4 pieds 6 et moins. OK. Donc, vous avez deux choix pour faire la chose. Vous pouvez très bien ouvrir le dessin cadre puis utiliser la commande diviser pour voir un petit peu ce que ça pourrait donner, là, mais ça se fait très bien là, dans Revit aussi.
On met le quadrillage, on vient mettre nos cotes, on les met égales, puis si on s'aperçoit que c'est trop grand, bon, on met une subdivision de plus, puis on les met toutes égales après. Donc ça c'est assez facile à faire. Positionner les portes, utiliser les dimensions inscrites au plan cadre. Note, si jamais il y a une porte qui est plus petite que 32 pouces, mettez une porte de 32 au minimum. Okay? Ça veut dire que si sur mon plan, là, il y a une porte de 30, on corrige ça, on met une porte de 32 parce que c'est le 32 que ça nous prend minimum. D'accord? Oui? Non? Oui. Peut-être? Si je fais, je vais aller sur le lien de CGC, donc je fais CTRL, puis je vais aller sur le lien du site pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans. Ce que je mentionnais tantôt. On rentre tout de suite dans le lien, vous amène automatiquement dans la zone Design Studio qui vous permet de voir les assemblages de murs. OK? Puis on va vous donner les valeurs ITS ou STC, c'est pour ça que je l'écris en anglais et en français. La valeur STC ou ITS, transmission sonore. Donc, dans ce cas-ci, c'est 45 comme valeur, donc pas suffisant. Donc, je descends dans ma liste. Je regarde 62, c'est trop, etc. Donc, vous faites le choix, puis il y en a une multitude. Assurez-vous que c'est du montant d'acier et non pas montant de bois. Donc, vous faites descendre, cliquez sur Load More, il y en a une cinquantaine. Vous choisissez celui que vous voulez. OK? Donc, je fais un exemple. J'ai besoin d'un mur 48 STC. Bien, on voit la composition. C'est un montant métallique de 3 pouces 5,8 à 24 pouces centre. Puis, avec de la laine isolante, donc, au centre. Puis, on a un gyps de 5/8 de pouce de chaque côté. Okay? Si vous voyez des compositions où on vous indique du gyps de 1 pouce, du gyps, ne prenez pas ça. Pourquoi? Parce que c'est des assemblages, puis c'est du gyps qui est hors norme ou peu commun. On va prioriser des montants métalliques de 3 pouces 5/8, puis du gyps 1,5 ou 5/8 dans nos compositions quand on fait notre choix. C'est ce que j'avais mentionné là, quand vous faites vos choix de cloison. Ce serait l'idéal de prendre montant métallique 3,58, gyps 1,5 ou 5/8, résistant au feu ou standard selon les besoins. OK? Donc, ce petit site-là, qui écoute, je vais fermer le lien. Ici. Voilà. Donc, c'est à vous de choisir la composante que vous voulez. Je fais un exemple. Je veux prendre la 48 que j'ai vue tantôt, là, qui est, excusez, je veux pas. OK. Je clique dessus. C'est celle-là que je veux utiliser. Bien, vous avez le document PDF que vous pouvez garder en référence, puis vous avez le document Revit que vous pouvez télécharger. Donc, c'est un fichier proprement dit de cet assemblage-là qu'on va pouvoir copier-coller à l'intérieur de notre maquette et pouvoir l'utiliser en tout temps. Donc, ça, je ferai une petite démo une fois que vous allez avoir choisi vos types. Mais l'idée, là, c'est de, premièrement, positionner vos cloisons, positionner vos murs rideaux, vos portes. Étape 3, on va aller chercher nos composantes de murs. Oui? Non? Peut-être? Oui. On a un beau contrat aujourd'hui. Donc, je vous laisse travailler et réfléchir à la position de vos cloisons. Puis après ça, vous choisissez vos cloisons. Donc, je reste en arrière-plan. Et dans le fond, là. Pour les questions, les insultes ou autres. Là, on s'en va juste placer les cloisons. Absolument. C'est la première étape. Puis, OK. Donc, assurez-vous pour la semaine prochaine que toutes vos cloisons sont bien positionnées. Vous pouvez numéroter vos espaces, faire vos pièces. Donc, la semaine prochaine, on va parler des compositions de murs.